On a retenu une définition de dire que voilà, l'intelligence artificielle, c'est surtout le moment où la machine arrive à faire des choses qui habituellement sont réservées à l'humain et réservées à l'intelligence humaine. Ça ne veut pas forcément dire que la machine est capable de faire tout ce que fait l'humain, mais si on la prend sur un segment bien particulier, on pensait tout à l'heure au fait de jouer aux échecs, bah peut-être que la machine est capable de faire mieux sur ce segment-là. Elle essaye déjà dans un premier temps de faire aussi bien et dans un deuxième temps, elle essaye d'aller au-delà. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on parle de... Bon, on dit souvent il y a plusieurs formes autour de l'intelligence artificielle et on associe ça assez souvent aux différents sens humains. Je vais passer tout de suite à ce slide-là puisque je trouve assez intéressant pour vous montrer que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un domaine. En fait, c'est une multitude de domaines. On imagine que dedans, finalement, il y a de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance, finalement, aussi quand quelqu'un nous parle en langage naturel, la capacité à s'exprimer aussi en langage naturel, la capacité à représenter de manière graphique des données chiffrées. Donc tout ça, même le fait de pouvoir piloter et animer les robots, derrière, il y a besoin d'une intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des branches, en fait, différentes de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une seule matière qui est l'intelligence artificielle, on en a plusieurs sous-domaines. Et d'ailleurs, quand on parle d'intelligence artificielle, vous l'avez vu dans ce petit film d'introduction, on n'en est pas à la vraie intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle forte. À aujourd'hui, et l'intelligence artificielle forte, ça veut dire celle qui sera capable d'être consciente d'elle-même, d'être aussi forte au tennis qu'au jeu d'échecs, et dans le fait de tenir une conversation naturelle avec un humain, on n'en est pas du tout là. Donc il faut être conscient aussi des limites de la technologie à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans de l'intelligence artificielle dite faible, puisque en effet, un système peut être performant dans un domaine. On a parlé du domaine des jeux. Ce n'est pas pour autant que la machine qui va être capable de répondre à des sujets des questions qui lui sont posées par le Jeopardy va être capable de traiter des sujets juridiques. Pas du tout, en fait. Donc c'est là qu'il faut bien prendre conscience de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, la partie faible, et où est-ce qu'on va demain, ou en tout cas dans les prochaines années, sur la partie forte. Un rapide passage dans l'histoire, et finalement, où est-ce que ça commence? Et c'est une matière qui a déjà désormais un petit peu plus de 60 ans. C'est une matière qui a connu à la fois des périodes assez fastes et des périodes assez visibles d'un point de vue même, y compris communication, et des périodes aussi un peu de traversée du désert. Alors, certaines startups peuvent connaître ça aussi, donc je pense que certains pourront reconnaître. Et derrière, l'arrivée de grands groupes, on a des exemples avec IBM et avec Google, qui ont fait des choses assez visibles avec Watson, avec Deep Blue, qui avait en effet battu aux échecs, avec DeepMind qui a réussi à remporter le jeu de Go. Donc c'est des choses, c'est des avancées qui semblent importantes, et c'est un bon moyen aussi de dire au public, regardez ce que demain les machines seront capables de faire. Regardez ce qu'elles seront capables de faire aujourd'hui, et ça présage peut-être un peu de ce qu'elles seront capables de faire demain. Alors ça veut dire qu'il y a à la fois du fantasme et des craintes forcément qui naissent de quelque chose comme ça. Parce qu'on se dit, une machine qui est capable de me battre aux échecs, est-ce qu'elle est capable de prendre mon boulot demain? Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite, puisque en effet, les machines vont plutôt venir en appui et nous faciliter un certain nombre de tâches au quotidien, plutôt que venir véritablement nous remplacer. D'ailleurs, par le passé, l'automatisation des tâches, ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Et cette automatisation des tâches a toujours poussé l'humain à aller vers là où il avait le plus de valeur ajoutée, à créer de nouvelles machines, à superviser de nouvelles machines, et peut-être à inventer la nouvelle génération de machines à venir. Donc c'est intéressant de se pencher un peu sur les moteurs de l'intelligence artificielle. L'un des moteurs fondamentaux, c'est la donnée. L'intelligence artificielle a besoin de données pour apprendre, pour interpréter, pour prédire et pour prendre des décisions. Avec l'accumulation de l'usage d'Internet, des objets connectés, cette matière-là, elle est désormais de plus en plus riche. Donc là, on a un accélérateur assez formidable. La puissance des ordinateurs, là aussi, l'intelligence artificielle, pour être capable de fonctionner comme le cerveau humain, finalement, a besoin de capacité à calculer. Et plus on augmente dans le temps, plus, avec les principes de la loi de Moore, que certains d'entre vous doivent bien connaître, plus la puissance de calcul augmente, donc plus ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle augmente. Ensuite, on a aussi les entreprises qui se saisissent de ces sujets-là, qui veulent accroître leur productivité, qui se disent là, je peux peut-être automatiser une tâche ou je peux déléguer à un robot quelque chose qui habituellement me prenait du temps, où j'apportais peu de valeur ajoutée, moi, en tant qu'humain. Et après, vous avez vu les différents secteurs de l'intelligence artificielle. Quand on voit la robotique et les progrès qu'ont fait la robotique dans les
50 dernières années, enfin, il y a 50 ans, on était vraiment aux prémices, mais ne serait-ce que dans les 10 dernières années, c'est assez marquant. Mais il n'y a pas que des moteurs, il y a ces freins. Et ces freins-là, c'est important d'en être bien conscient et c'est important nous-mêmes de se fixer nos propres règles, notre propre éthique en la matière. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait aborder le sujet avec vous aujourd'hui, puisque vous avez compris que technologiquement, on n'est pas encore à l'IA forte. Mais même cette IA faible, elle est intéressante, il faut en connaître ses limites. Mais ça pose bien évidemment des questions de responsabilité. Alors vous entendrez des avocats qui vous diront, d'ailleurs dans le cabinet Bensoussan par exemple, se présente comme l'avocat des machines. C'est très intéressant puisque finalement, on va avoir besoin de responsabiliser et finalement de construire tout un pan du droit qui aujourd'hui n'existe pas pour prévoir ces cas de véhicule autonome qui va faire le choix entre rentrer dans un mur ou rentrer plutôt dans la voiture d'à côté, etc. Donc c'est des sujets qu'on doit adresser, dont on doit se préoccuper dès aujourd'hui, définir en fait les limites avant qu'elles nous soient imposées par d'autres. Donc pareil, dans les freins, la main-d'œuvre qualifiée qui est capable de développer l'intelligence artificielle, aujourd'hui ça fait partie des freins, même si on peut dire que c'est des outils qui se démocratisent et que les grands groupes, Microsoft pourra en parler tout à l'heure, mettent à disposition beaucoup d'outils justement pour que les développeurs puissent s'en saisir et puissent intégrer ces briques-là. Alors, je trouve aussi ce petit dessin assez rigolo. Qu'est-ce que vous allez faire des gens bêtes, demande-t-il à l'intelligence artificielle. On vous le dira quand on aura pris le pouvoir, mais ce n'est pas tout de suite, donc on peut en effet être rassuré. Mais certains journalistes aiment beaucoup utiliser des titres du type « l'intelligence artificielle détruit des emplois ». Là, on joue sur les peurs, donc oui, potentiellement on attire et potentiellement on fait vendre. Mais c'est un peu aller un peu vite en conclusion, puisque en fait, on ne détruit pas des emplois, on enlève des tâches récurrentes qui ont peu de valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer potentiellement sur d'autres tâches. Et donc ce genre d'article, il y a souvent aussi des confusions autour de l'intelligence artificielle, puisque les gens font la confusion entre cette intelligence artificielle forte qui arrivera demain, qui pose des questions sur nos emplois, et l'état de la technologie à aujourd'hui. Quand on regarde d'autres études, et ceux qui ont une vision un petit peu plus positive du sujet, là on parle d'amplification du travail. Et on parle de finalement comment est-ce que ça va nous aider à être plus performants dans notre quotidien en nous libérant d'un certain nombre de tâches. Et quand on voit 90% des décideurs interrogés pensent que ça va leur permettre de redéployer les salariés vers de nouvelles fonctions à plus haute valeur ajoutée, oui, le travail manuel a déjà été pris en partie par les machines. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs qu'on a supprimé l'humain. Je vais prendre un exemple qui est peut-être pas tout à fait dans notre domaine, qui est celui de la médecine. Dans le domaine de la médecine, peut-être qu'aujourd'hui c'est assez expérimental. Ce qui se fait sur les robots qui sont capables de faire des opérations de chirurgie, c'est encore à l'état expérimental, même si ça progresse assez vite. Est-ce que pour autant ça veut dire que dans des disciplines demain on n'aura plus besoin de médecins? Si, on aura toujours besoin de médecins, sauf qu'ils vont avoir un rôle un peu différent. Et donc ils vont se concentrer, peut-être qu'ils vont être aidés pour le diagnostic. Comme nous, peut-être demain on sera aidés pour le diagnostic de la situation d'un client. Ils seront peut-être aidés dans leurs opérations. Et finalement, ils vont tirer le meilleur de la machine, mais tout en ayant le meilleur de l'humain. Donc c'est aussi notre enjeu et c'est aussi ce qu'on vous propose de construire. Ensuite, un panorama très rapide de quels sont les principaux bénéfices de l'intelligence artificielle. Dans la conférence de la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la satisfaction client et des nouveaux services offerts à nos clients. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur ces notions de productivité. Donc ces assistants intelligents, finalement, ils peuvent prédire des choses, nous aider à prédire, nous aider à interpréter les données, à identifier des tendances, des choses qui vont venir pour la suite. Ils peuvent nous aider à automatiser un certain nombre de tâches manuelles et répétitives, comme j'ai pu le dire. Nous aider à surveiller, finalement on parle du climat des affaires, mais ne serait-ce que surveiller les réseaux sociaux, nous aider à surveiller finalement notre réputation ou ce que les clients peuvent dire de nous, et nous alerter, nous aider à traiter finalement la masse d'informations colossales qui existent sur Internet, que ce soit sur nous, que ce soit d'ailleurs sur nos concurrents, puisque là aussi on a des mines d'informations, mais qui nécessitent d'être synthétisées pour être exploitées. Et pareil, donc, autour du consommateur, sur la qualité de la communication avec nos clients, la qualité de la relation client, on va pouvoir se concentrer sur les cas qui nécessitent le plus de contact humain. Est-ce que certains d'entre vous regardent la série Suits ? Ah, il y a quelques fans, j'en fais partie aussi. Et dans la série Suits, il y a Mike Ross. Mike Ross, il est très marrant parce que Mike Ross, c'est celui qui est à gauche sur la photo. Il a une mémoire photographique. Et il a enregistré toute la jurisprudence, il a enregistré tous les différents codes et tout.
il connaît, alors au-delà du fait qu'il ne soit pas vraiment diplômé d'Harvard, mais je ne veux pas spoiler toute la série, et ben en fait, il connaît toute la réglementation, et à chaque fois qu'on l'interroge, il a tout enregistré. Et ben avec IBM Watson, ils ont construit un outil qui aujourd'hui est déjà utilisé par des cabinets d'avocats aux États-Unis, qui justement est capable d'être interrogé sur la réglementation, avec l'abondance de la réglementation, l'abondance de la jurisprudence, et de donner des réponses en langage naturel. On peut lui poser une question en langage naturel, alors langage naturel plutôt d'avocat, et il va donner une réponse aussi juridique et faire gagner un temps précieux. Ça ne veut pas dire qu'on supprime pour autant les avocats, ça veut dire qu'on leur demande d'avoir un rôle un peu plus à valeur ajoutée que le fait d'aller juste chercher de la jurisprudence. Voilà, donc ça aussi, je pense, c'est un bon exemple. C'est un peu éloigné de nos métiers, mais finalement, on a quand même quelques fonctions juridiques. Et finalement, cette expertise, cet apport d'expertise au quotidien, eh ben, on peut peut-être l'imaginer dans nos métiers aussi. Si on regarde la volumétrie des conditions générales, etc., des conditions particulières, des notices d'information qu'on remet à nos clients, ça serait peut-être pas mal d'avoir quelqu'un dans notre poche qui nous aide à y voir clair là-dedans. J'en dirai pas plus, je suis sûr que vous aurez plein d'idées là-dessus. Donc je vais appeler autour de la table les différents acteurs, donc Microsoft, OUI, Tell Me Plus, Shift Technology, pour venir me rejoindre. Donc là, vous avez autour de la table différents représentants, à la fois des grands groupes, des acteurs du numérique et Microsoft. Le témoignage de Microsoft nous intéresse particulièrement là-dessus, et des startups qui aujourd'hui se concentrent sur des sujets bien précis, bien particuliers, et finalement apportent aux entreprises et apportent aux collaborateurs des entreprises justement des éléments essentiels de l'intelligence artificielle. On va commencer les présentations, présentations rapides. Alors, avec Microsoft, on va parler un petit peu de Cortana. Alors, Cortana, donc intelligence artificielle de Microsoft, c'est 2014, c'est ça le lancement de Cortana? Cortana, effectivement, né en 2014. Ça a été intégré dans Windows. Oui. L'objectif, c'est effectivement la productivité du collaborateur au sein de ses outils, de son poste de travail. Et petit à petit, ça se développe assez rapidement sur l'extension de services. Donc au travers de Windows, petit à petit, aux États-Unis, on peut par exemple, au travers de Cortana, commander un taxi, commander des repas. Donc petit à petit, Microsoft est parti d'une base d'un assistant personnel pour étendre et fluidifier et automatiser un certain nombre de processus pour créer tout autour de Cortana un écosystème. D'accord. Et donc c'est cet écosystème-là qui effectivement est porté par de l'intelligence artificielle, par du langage naturel. Windows, mais moi mon téléphone il n'est pas Windows Phone. Est-ce qu'on a le droit d'avoir quand même Cortana sur un iPhone ou sur un téléphone Android Alors Microsoft a beaucoup changé au cours des dernières années avec l'arrivée du nouveau CEO Satya Nadella. On s'est ouvert à toutes les technologies, puisque aujourd'hui moi j'utilise un iPhone et j'ai tous les outils Microsoft sur mon iPhone, dont Cortana, qui cohabite tout à fait avec Siri, puisque j'utilise de temps en temps Siri, de temps en temps Cortana sur mon téléphone portable, pour des travaux et des tâches qui vont être relativement différentes. De temps en temps, si je dois dicter un mail ou un SMS perso, je vais utiliser Siri, et si je dois dicter un mail pour Microsoft, je vais utiliser Cortana. Demain, Cortana sera dans les véhicules Renault. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus? Le constat d'un constructeur industriel, c'est qu'ils sont spécialisés sur leur métier, la voiture. Et la force et la valeur ajoutée d'un Renault-Nissan, c'est la construction de la voiture à un coût qu'ils maîtrisent. L'IT, ce n'est pas obligatoirement leur cœur de métier aujourd'hui. Et ils ont bien compris qu'un des enjeux, ça allait être la transformation de ce véhicule pour devenir petit à petit connecté, puis autonome. Aujourd'hui, les premières générations de voitures connectées répondent pas aux attentes des clients, et en particulier en Asie, puisque la demande aujourd'hui est de plus en plus forte. Et donc, ils avaient besoin d'être accompagnés, notamment sur des capacités d'intelligence artificielle. Et donc, un des enjeux principaux de Renault-Nissan, ça a été de se dire, voilà, moi, je vais finalement rendre autonome cette voiture avec de la technologie, mais j'ai besoin que cette voiture me parle. Parce que si elle est autonome, je ne vais pas commencer à taper sur un clavier pour lui dire là où je veux aller. Oui, ça ne fait pas de sens. C'est là qu'intervient Cortana. D'où l'intérêt d'avoir Cortana dans la voiture. Et on a poussé l'exercice beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, on est même en train de réfléchir à avoir un environnement de travail embarqué dans la voiture, autonome. D'accord. Là, on va parler cas d'usage banque-assurance. Pour les métiers banque-assurance, finalement, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez pour améliorer et faciliter le quotidien des collaborateurs? Il y a une palette de sujets qui est assez large, puisqu'on parle, côté Microsoft, on travaille d'ailleurs avec le groupe Crédit Agricole sur un sujet qui est le Digital Workplace, qui contient finalement toute la suite des outils Microsoft. Et dans la suite des outils Microsoft, ce qu'on ne voit pas obligatoirement, c'est qu'il y a
des petites briques d'intelligence artificielle qui se trouvent à chaque endroit. Je donne un exemple assez simple qui utilise du machine learning. Il y a un outil qui s'appelle Delve Analytics qui est capable finalement de vous donner un certain nombre de métriques d'usage des outils. C'est-à-dire combien de temps vous mettez pour répondre à un mail, combien de temps vous allez passer dans la semaine en réunion, et de vous proposer finalement petit à petit comment vous allez optimiser votre temps de travail. Cet outil-là, et c'est un peu la philosophie, c'est une philosophie très forte de Microsoft, c'est comment l'intelligence artificielle qui est dans l'outil vous aide, vous, et non pas, entre guillemets, c'est pas une information qui va être partagée au sein de la société. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle au service du collaborateur et comment ça va permettre, entre guillemets, de simplifier les travaux. Je vous donne un autre exemple qui est assez anecdotique, mais il est valable dans beaucoup de groupes bancaires et groupes d'assurance. Hier, j'étais dans une autre entité du groupe Crédit Agricole et on me disait, voilà, on a un certain nombre de sous-traitants qui travaillent sur des contrats et qui doivent faire toute la journée du copier-coller. Et aujourd'hui, ils ne viennent plus travailler. Donc comment la question aujourd'hui, c'est il y a une demande et il y a une vraie volonté de la part des collaborateurs de savoir comment cette intelligence artificielle peut les aider et peut finalement dégager du temps pour faire d'autres choses. On va passer la parole à une première start-up et puis après on reviendra avec le témoignage de Microsoft. On va parler de Tellme+. Donc, alumni du village, by Crédit Agricole. Donc, ça, c'est intéressant de savoir si déjà ça a été une belle expérience pour vous, ce village, et comment ça vous a permis d'arriver où vous en êtes aujourd'hui. Puisque, moi, je lis 2017, on parle de 30 à 50 salariés. Disons, c'est un beau chemin parcouru. J'ai créé Tellme+ en 2011. Nous sommes aujourd'hui 20 personnes et nous avons une progression forte en ce moment, dont 14 mathématiciens et PhD. Nous sommes un éditeur de logiciels basé à Montpellier et à Paris. Et nous avons 3 brevets mondiaux, dont le Meta-Active Machine Learning et Predictive Objects. Predictive Objects, c'est de l'intelligence artificielle au service des experts augmentés. Donc, tout d'abord, nous avons créé une plateforme d'intelligence artificielle qui supervise de l'intelligence artificielle. Ça permet d'être complètement automatique et agnostique, et donc de répondre très rapidement, de créer très rapidement des modèles pour les métiers, modèles prédictifs. Pourquoi est-ce que c'est important d'être très rapide? Parce qu'aujourd'hui, si vous devez mettre 9 mois pour vous rendre compte que vos équipes sont parties sur une voie erronée, c'est une catastrophe. Si par contre vous mettez 9 heures, ça devient une bonne nouvelle. On est dans le fail fast, learn fast. Alors, comment est-ce qu'on arrive à être aussi rapide? En laissant les maths faire le boulot. C'est de l'intelligence artificielle qui permet de converger très rapidement vers les réponses à vos questions métiers, churn, fraude, moment de vie, qui permet d'explorer automatiquement tous les algorithmes sans s'encombrer de techniques et de compréhension technique, et qui permet de trouver quelles sont vos données pertinentes et les données exogènes qui pourraient être rajoutées automatiquement et venir compléter vos données. Tout cela est complètement automatique, simple et ultra rapide, et donc ça vous transforme en expert augmenté. Et ça vous permet de répondre au challenge aujourd'hui qui est le time to money. Tout le monde vous parle d'intelligence artificielle, de big data, de machine learning, etc., d'algorithmes. Ça reste plutôt assez compliqué. En plus, on vous explique que la transformation digitale est imminente, obligatoire, que c'est extrêmement urgent. C'est un peu compliqué et évidemment, tout cela peut vous faire un petit peu peur, y compris ce que l'on a vu sur l'intelligence artificielle. Évidemment, si vous devez vous en remettre à des collèges d'experts qui vont mettre des mois avant de vous fournir une boîte noire, c'est pas terrible. Si vous devez avoir le sentiment de perdre votre circuit de décision humain au profit de machines ou d'algorithmes, ce n'est pas bien non plus. Et puis au final, vous ne voulez pas une solution qui serait une sorte de clicodrome pour des data scientists. Et vous avez raison. Donc nous avons créé Predictive Objects qui balaye toutes ces craintes, puisque c'est un système qui s'adresse à vous directement, au métier, qui est extrêmement simple, qui est complètement automatique, qui suggère même les bonnes actions, qui vous recommande les meilleures stratégies, qui vous permet d'échouer et de recommencer, puisque c'est très rapide. Et par exemple, pour passer un modèle en production, c'est un clic. Et vous pouvez passer vos modèles en production dans le cloud, sur vos serveurs, ou, comme on dit, at the edge of the network. Et on verra plus loin ce que ça implique.
Alors, LCL maintenant, qu'est-ce que vous avez fait avec cette belle entité du groupe? Voilà, je vous propose deux exemples. Il y a LCL et la Massif. Avec LCL, on a travaillé sur le secteur, pendant qu'on était au village, donc sur le secteur Île-de-France Sud, avec une problématique qui consistait à comment valoriser les données de 6 millions de clients avec 5000 caractéristiques par client, afin de construire un modèle prédictif capable de prédire le risque d'attrition, donc de churn des clients. Et le but était de fournir à chaque agent dans les agences concernées par l'expérimentation des explications sur le risque, la liste des clients qui sont à risque en début de semaine, avec la stratégie de rétention. Alors on va passer directement aux résultats. Après 1 heure d'installation, parce qu'on l'a fait à distance, en fait, puisque ça se passait sur les serveurs d'LCL, ingestion des données préparées par LCL, enrichissement des données par des données exogènes, on est passé de 5000 caractéristiques à 15 000 par client, en ajoutant donc des données externes. Choix automatique des meilleurs algorithmes, les premiers résultats au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, on était déjà à plus de 80% d'amélioration de la précision. Ce qui a amené d'ailleurs les équipes qui ont appuyé sur le bouton chez LCL à nous dire vous allez révolutionner la banque. On était vraiment sur des résultats qui étaient très disruptifs. Et alors, chaque lundi matin... Concrètement, on connaît mieux son client, mais qu'est-ce qu'on apprend de lui plus de ce qu'on savait déjà? Chaque lundi matin, chaque agent se retrouve avec la liste de ses 6 clients les plus fragiles. On lui explique pourquoi. On lui donne des raisons, et ces raisons permettent déjà d'engager des actions et de comprendre quelles seront les actions de rétention à faire. Donc ça transforme l'agent enfin, il devient extrêmement efficace. Déjà, il n'a pas la... Alors pourquoi 6 clients? Parce qu'on nous a demandé 6, parce que c'est le maximum que pouvait traiter chaque agent. Pourquoi 3 raisons principales? Pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, par exemple, on est capable de dire Monsieur Dupont va partir dans 2 mois parce que vous ne lui avez pas proposé un rendez-vous en agence depuis plus de 3 mois, parce que vous lui avez vendu un PEL et qu'un PAL aurait été plus adéquat, et puis parce que sa carte bancaire est en deçà de ce que propose la concurrence. Et donc on voit que dans cette explication, on prépare l'étape suivante qui est le prescriptif. Et le prescriptif, c'est... Pour ça, il faut qu'on mette en place un retour d'action marketing pour être capable de mesurer l'efficacité des actions qui ont été engagées. Et ensuite, on est capable de fournir même un script d'appel. On peut dire à chaque agent, appelez Monsieur Dupont pour telle et telle et telle raison, sinon il va partir dans 2 mois. Et voilà ce que vous devez lui dire. Donc ça, c'est la prochaine étape et c'est le prescriptif. Et c'est ce qui rend le banquier augmenté. Et alors, le nombre de points de réduction de l'attrition, est-ce qu'on peut en parler ici ou c'est confidentiel? Là, il y a 2 aspects, il y a le rappel et la précision. C'est un petit peu plus technique. Sur la précision, on était à plus de 90%. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on prédit qu'un client va partir, on est juste à plus de 90%. On est monté des fois à 96% chez les telcos, notamment. Le rappel, on est plutôt autour de 80-85%. Et le rappel, c'est sur la masse des gens susceptibles de partir, combien est-ce qu'on en trouve réellement? Alors, ce sont 2 objectifs qui sont différents, qui sont difficilement conciliables, et qu'on a su justement donner le moyen de choisir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce qu'il vaut mieux être sûr, quand on va appeler quelqu'un, parce que ça coûte cher, qui va vraiment partir pour avoir une action coûteuse, ou est-ce qu'on préfère envoyer un mailing et qu'à ce moment-là, même si on y va un petit peu trop large, c'est pas très grave. Donc, si je comprends bien, vous êtes le spécialiste pour faire parler les données, en fait. Interne comme externe. Oui, c'est tout à fait ça. Et alors, comment vous avez fait ça pour la Massif? Pour la Massif, il faut comprendre déjà qu'il y a un cadre légal qui a changé récemment et qui impacte tous les assureurs, c'est la loi Hamon, qui amène une dimension qui est un petit peu compliquée, puisque avant... On dit Hamon, mais ça lui plaira quand même qu'on dise Hamon. Hamon, je trouve ça sonne... C'est plus sympa, je suis d'accord. C'est plus exotique. Et donc, c'est... Le problème, c'est qu'avant, on ne pouvait résilier qu'à échéance. Maintenant, on peut résilier en gros n'importe quand. Donc ça amène une dimension nouvelle et qui, en plus, sur laquelle on n'a pas d'historique. Donc la première question pour la Massif, c'était produire des modèles prédictifs afin d'identifier les sociétaires à risque. Alors on est dans le cadre d'une assurance mutualiste qui ont des sociétaires. Le principe est le même. On a calculé 6 modèles prédictifs. On connaît ça aussi au Crédit Agricole. Voilà. Pour tout ce qui concerne donc assurance maison, vie et automobile. Et on a rajouté nous-mêmes, on a proposé aussi de travailler sur l'édition et l'envoi de catalogues d'offres
pour les sociétaires, parce qu'on a pensé que ça pouvait être un axe intéressant à étudier. Donc les challenges, c'était de identifier les risques liés à la loi Hamon, de optimiser les campagnes marketing qui ciblent les destinataires et identifier une cible spécifique qui nous était demandée, c'était les clients patrimoniaux. Ce que l'on a fait, donc on a mis en place Predictive Objects. On est toujours, ils sont aussi d'ailleurs nos actionnaires, donc on travaille beaucoup avec la Massif, la Matmut sur ces sujets-là, avec une amélioration du taux de rappel de plus de 30%. Donc on a fait plus 30% par rapport au taux de rappel cette fois. Une diminution de 80% des envois de catalogues d'offres aux sociétaires grâce à un meilleur ciblage marketing. Alors ça, c'est pour vous donner un